Bonjour à toutes et à tous. C'est super de vous voir si nombreux. Donc, les amis du monde diplomatique m'ont demandé de venir vous présenter l'histoire des révolutions depuis le XVIIIe, voire le XVIIe siècle, jusqu'à nos jours. Et j'ai 40 minutes. Voilà. Donc c'est le défi, mais je le relève. Résultat, je vais forcément oublier des choses, enfin, pas pouvoir traiter de tout. Mais je le relève parce qu'il faut faire l'histoire des révolutions. Il faut faire l'histoire des révolutions parce qu'il faut rappeler ce que c'est qu'une révolution. Il faut rappeler ce que furent les révolutions. Parce que c'est le seul remède à l'actuel gros gloubi-boulga de récupération, de détournement et de dénigrement de la révolution. C'est aussi nécessaire parce que faire l'histoire des révolutions, c'est finalement l'une des conditions pour permettre qu'il y en ait de nouvelles. Puisque le propre de l'histoire des révolutions, c'est pas de les renvoyer dans un passé, et puis voilà, c'est fini, on est tranquille, la révolution peut être muséifiée, mais c'est permettre de continuer de les penser et de pouvoir les penser dans l'avenir. Donc c'est important de faire cette histoire. En effet, la révolution, en fait, depuis la chute du mur, depuis que Fukuyama a affirmé c'est la fin de l'histoire, ce qui veut dire la fin des révolutions. En gros, ce qu'il a dit, c'est « rentrez chez vous, bonnes gens, le monde libre a gagné. Le capitalisme et le libéralisme vont maintenant gentiment assurer le ruissellement des richesses. Attendez, ça finira par venir, mais il n'y a plus besoin de se révolter. Circulez, rien à voir, dodo, BFM, c'est fini. » Eh bien, en fait, depuis cette soi-disant fin des révolutions, tout le monde a le mot « révolution » à la bouche quand on y regarde. Alors, le dernier avatar, on le connaît, c'est le titre du livre de Macron, lequel d'ailleurs ne faisait que renouer finalement avec le détournement du terme qu'avait opéré avant lui Ronald Reagan, qui avait déjà présenté sa prise de pouvoir et la politique qu'il a menée comme une révolution réganienne. Donc ça, c'est pour les récupérations immédiatement politiques. Mais sinon, ce qui est très net, c'est les détournements mercantiles. En fait, depuis que Fukuyama a dit que c'était la fin des révolutions, alors tout est révolutionnaire. Les machines à laver, les rouges à lèvres de Yves Saint Laurent, Citroën, la bouffe de Jamie Oliver, qui est très bonne, soit dit en passant, mais enfin bon, les trucs pour les cheveux. Bon. Alors, le grand moment d'ailleurs de récupération mercantile, c'était quand même l'année dernière avec le cinquantenaire de 68. Voilà, Sonia Rykiel, qui était très contente de mettre des pavés rouges dans sa vitrine. Alors ça, c'est des photos que j'ai prises à Monoprix, à côté de chez moi. Voilà, donc la révolution des promotions, c'est des pancartes. Quand on les voit sur les Champs-Élysées, ça leur plaît pas du tout, mais alors pour vendre des maillots de bain, c'est très efficace. Idem, ça c'est une publicité pour vendre donc des enceintes. Le pavé parisien, ça devient très hype. Mais j'aurais pu en trouver plein d'autres. C'était assez terrible l'année dernière. L'autre stratégie pour essayer de déminer la révolution, c'est de la muséifier. Ce que refuse donc ce tag du 1er mai 2018, la révolution ne sera pas muséifiée. Finalement, un des bons moyens de renvoyer la révolution dans le passé, de la muséifier, c'est de la commémorer. Parce qu'on ne commémore jamais que ce qui est mort, ce qui est passé. Et d'où cette envie parfois qu'ont les pouvoirs de commémorer des révolutions. L'année dernière, à nouveau étant intéressante, Macron ayant envisagé un temps, avant qu'il ne renonce, de commémorer mai 68. Mais cette commémoration de mai 68, en fait, s'est percutée avec un mouvement social, essentiellement cheminots, étudiants et personnel de l'enseignement supérieur et secondaire, qui donc a fait renoncer Macron à sa commémoration et qui finalement a fait plus qu'une commémoration de 68, mais un revival, si l'on peut dire. Et donc, il y a eu ce moment assez dingue où on avait d'un côté, par exemple, à Nanterre, des grandes cérémonies, champagne, tout le Gotha de la fac, du ministère, invités, regardant des merveilleux tags de 48 en affiche. Et de l'autre, les étudiants qui faisaient la même chose dehors. Sauf que les étudiants qui faisaient la même chose dehors, on les virait par les forces de l'ordre. Le summum, ça a été les 50 ans de l'Odéon, de l'occupation de l'Odéon, pareil, du bon gratin à l'intérieur de l'Odéon, et puis des cheminots et des étudiants qui s'invitent, et tout le monde s'est fait gazer. Et finalement, c'était ça, le 68 aussi, quoi. Ça a donné, dans le mouvement étudiants et cheminots, ces slogans « Ils commémorent, on recommence ».
1968-2018. Voilà, mai 68, il commémore, on recommence. Là, je n'ai pris que 3 des photos, mais j'en ai plein. C'est un slogan qu'on a énormément trouvé l'année dernière. Ça a donné aussi à Nanterre. Je vous montre des tags, parce qu'en fait, le projet de recherche sur lequel je travaille actuellement, c'est sur les écritures urbaines et sur les tags, et, donc, et notamment comment l'histoire s'invite dans ces écritures urbaines, des graffitis politiques, des manifestations, et ça m'intéresse beaucoup. Donc vous voyez, Nanterre, l'année dernière, ce tag sera légitime dans 50 ans. Et effectivement, hein, c'est pas complètement faux. Alors l'autre moyen de déminer la Révolution, si bon, commémorer c'est un peu embêtant, on peut les dénigrer. Ça c'est bien, dénigrer la Révolution c'est très efficace. En plus il y a un moyen très efficace pour dénigrer la Révolution, c'est l'associer à la violence. Donc on va vous parler tout, hein, le génocide vendéen, la guillotine, les incendies de la commune, le goulag. Bon, je ne détaille pas, mais c'est assez permanent. Et comme en plus il y a pas mal de royalistes à la télé, ça n'aide pas, c'est un peu la vision que nous avons de la Révolution. En fait, dans un monde où on nous enferme dans un présent et où on nous dit en permanence « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, le fameux TINA, consommer, voter ou ne voter pas, hein, finalement ça ne changera pas grand-chose, où la révolution n'est donc présentée que comme un déchaînement de violence, eh bien, il faut absolument continuer à faire l'histoire des révolutions. Parce que l'histoire de la révolution, à la différence de la commémoration, elle n'enterre pas, elle ne rejette pas dans le passé, dans le révolu. En fait, elle donne à lire les dynamiques. Elle permet de saisir les liens possibles entre les révolutions du passé, les révolutions du présent et possiblement les révolutions du futur. D'autre part, elle ne dénonce pas la violence révolutionnaire, elle l'analyse, elle la reconnaît, mais elle la contextualise, hein, et surtout elle parle d'autre chose, elle parle du contenu des révolutions. Le problème, c'est que cette histoire des révolutions, on la trouve de moins en moins dans les programmes scolaires, où elle disparaît à pas de chat, mais très sûrement. Hein, Révolution russe, très peu absence. La Commune, pas vraiment non plus. La Révolution française est réduite à 89. Donc c'est pas trop là qu'on va pouvoir la trouver. Elle va se transmettre par les milieux militants et par les milieux familiaux. Pourtant, ah oui, non, ça c'était pour le dénigrement. Hein. Donc voilà, des familles furent détruites à cause du règne de Robespierre. Robespierre, le psychopathe légaliste. Et là, c'était l'année dernière, c'était pas mal. Voilà, débranchons mai 68. On avait quand même un beau panel. Mais donc, les révolutions sont toujours très présentes dans les mouvements sociaux. Chaque mouvement social cite les révolutions du passé. L'année dernière, c'était facilité donc, par le cinquantenaire, hein, avec donc, ces jeux d'affiches qui font d'évidentes références hein, aux affiches de mai 68, comme vous pouvez le voir. Donc, sous les pavés, la plage passe devenant sous les pixels la plage. Hein. Donc, sois jeune et tais-toi, prends l'argent et tais-toi. Mais de toute façon, dans tous les mouvements sociaux, un grand nombre d'inscriptions urbaines font référence aux révolutions du passé, témoignant d'ailleurs d'une connaissance de l'histoire des révolutions par ceux qui les font. Alors l'année dernière, mai 68, on s'en fout, on veut 1871, donc la Commune plutôt que mai 68. On ne veut pas mai 68 ou mai 71, fuck 68, fight now. Et dans le mouvement actuel des Gilets jaunes, une caractéristique que je n'avais pas repérée dans les écritures urbaines antérieures, un retour de la Révolution française. D'habitude, on pense plutôt la Commune, quelques références à Rosa Luxembourg, Emma Goldman, etc., donc à une culture révolutionnaire plus anarchiste. Mais dans les Gilets jaunes, 89, et la Révolution française fait son retour, donc Gilets jaunes sans culotte, Macron égale Louis XVI. Bon, mais on a quand même la Commune, hein, 1871 de Niquet Macron, ou Louise Michel 2022. Et le dernier, c'est mon préféré, parce qu'il y a une révolution qu'on ne cite jamais et que j'aime pourtant avec une grande tendresse, c'est 1848. Donc 1848, 1968 et 2018. Donc elles sont présentes, les révolutions dans les mouvements sociaux, d'où l'intérêt finalement de se poser la question. Alors, comment faire l'histoire des révolutions? Il y a plusieurs façons de faire des révolutions. Je peux, sauf que je ne vais pas le faire, et d'ailleurs c'est bien pour ça peut-être que vous êtes là, je pourrais vous faire une histoire contre-révolutionnaire des révolutions. Ça serait très rapide à faire. Il y a la Révolution française, elle a dégénéré dans la dictature du sanglant Robespierre. Il y a la Révolution russe, elle a dégénéré dans la dictature stalinienne. Il y a la révolution cubaine, elle a dégénéré dans la dictature castriste. En fait, les révolutions, c'est pire que les histoires d'amour, ça finit mal. Voilà, c'est comme ça que se présentait. Après, il y a la vision libérale. La vision libérale, elle donne des bonnes et des mauvaises notes. 89, c'est très très bien. 93, c'est atroce. Il y a un dérapage entre les deux. Et le dérapage, c'est la guillotine.
Donc ça, voilà, c'est pas ça non plus que je vais vous faire de l'histoire libérale. Je vais vous faire une histoire que moi j'appelle émancipatrice de la Révolution, c'est-à-dire effectivement une histoire qui prend plus ses sources dans une histoire, on va dire, marxiste ou républicaine de la Révolution, mais je veux pas vous faire un roman national ou international de la Révolution. Je veux pas plaquer les défauts du roman national de droite sur une histoire de gauche. Je veux faire une autre histoire de la Révolution, mais qui n'ait pas les mêmes travers. Ça implique plusieurs choses. Déjà, je ne veux pas vous faire... La difficulté quand on fait une histoire de la Révolution, c'est qu'on saute un peu à saut de mouton d'une révolution à l'autre, parce que forcément, la Révolution, c'est par moment. Or, en fait, on se rend compte, quand on fait de l'histoire de la Révolution, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur, qu'en fait, les révolutions, même quand elles ne sont pas là, elles sont là. D'abord parce qu'elles se donnent en permanence la main. Les révolutions, c'est comme une grande ronde, d'une certaine façon. Toutes les révolutions se citent les unes les autres, font référence les unes les autres, par des écritures urbaines, mais autrement, parce que les textes circulent, parce que les hommes circulent. Je vous donne un exemple. Le Che et Fidel Castro vont être formés au Mexique, pays d'une révolution latino-américaine du début du XXe. Ils sont donc formés au Mexique par un ancien de la guerre d'Espagne et un anarchiste qui a fait en Espagne, au cœur de la guerre d'Espagne, la révolution espagnole. Il y a plein de moments comme ça, d'histoire, à Mexique où d'ailleurs des anciens communards étaient allés faire le coup de feu. Donc les révolutions et les révolutionnaires et les textes révolutionnaires n'ont de cesse de circuler, de se donner la main, de se citer les uns les autres. Donc c'est une longue file, c'est pas simplement des moments à séparer. D'autre part, quand on fait une histoire émancipatrice des révolutions, il ne faut pas s'arrêter aux décisions au sommet. Il ne faut pas simplement montrer les grandes mesures. Il faut analyser au ras des pâquerettes. Il faut voir, comme on dit, la révolution vue d'en bas. C'est-à-dire qu'il faut voir comment les obscurs, comment les dominés, tous les dominés, les femmes, les racisés, les colonisés, tous ont pris part dans la révolution. Et pas simplement les décisions qui ont été prises à la Convention nationale, par exemple, pour parler de la Révolution française. L'autre élément important d'une histoire émancipatrice, c'est donc de bien donner toujours la dimension populaire des révolutions et insister là-dessus et de montrer que dans ces moments-là, le peuple, les dominés en général, ont été des acteurs de l'histoire. C'est pour ça que le bouquin que j'avais dirigé sur les révolutions s'appelle « Révolution quand les peuples font l'histoire ». Pour bien dire que ceux qui font l'histoire, ce ne sont pas les grands. Ce n'est pas seulement Napoléon et Louis XVI qui font l'histoire, ce sont les peuples qui font l'histoire, les peuples au sens de classe populaire. Et qu'en fait, il y a donc une dimension, les historiens disent d'agency, d'agentivité, d'empowerment du peuple, et que l'historien, son rôle est de le montrer et de le mettre à jour. Ensuite, l'histoire doit montrer comment les révolutions ont toujours ouvert les possibles. Et en fait, l'histoire passe son temps à dire, voilà, il y a eu plein de moments où on a vécu dans des situations de TINA. La société d'ordre, c'est un TINA. Vous vous doutez bien que les nobles disaient bah non, il n'y a pas d'alternative. Non, la société d'ordre, le privilège fiscal, il n'y a pas d'alternative. Il y en a une. Ça, il y en a une juste après. Pareil, pas d'alternative à la monarchie libérale en 1830. Ah bah si, 1848, tiens, finalement, il y avait une alternative. Pas d'alternative à l'impérialisme et à la colonisation. Pof, si, les décolonisations. Pas d'alternative au saladarisme. Boum, la révolution des œillets. Donc l'histoire des révolutions, elle montre que le TINA est une construction récurrente dans l'histoire et que la révolution est une solution récurrente pour sortir du TINA. C'est pour ça que l'histoire des révolutions ouvre les futurs possibles et ce en quoi elle est utile. Bon alors voilà pour cette introduction. Je vais donc essayer de vous faire en peu de temps, mais donc en vous montrant surtout les schémas généraux, l'histoire des révolutions donc, du XVIIe au XXIe siècle. Parce qu'il y a des phases, et des phases très facilement identifiables de l'histoire des révolutions. Les premières révolutions de l'histoire, c'est des révolutions que l'on peut dire libérales. Les marxistes disaient bourgeoises. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a des éléments populaires dans la révolution libérale, donc ça ne saurait se limiter à la bourgeoisie. En revanche, politiquement, c'est des révolutions libérales. Les révolutions libérales, ça va être les deux révolutions anglaises du XVIIe siècle, peu connues, mais les deux sont des révolutions libérales. La révolution américaine de l'autonomie des colonies britanniques. Les révolutions bataves et brabançonnes, peu connues et peu enseignées en France, mais importantes dans l'histoire des révolutions de la fin du XVIIIe siècle. Et évidemment, la Révolution française, du moins 1789. La révolution de 1830, en Europe comme surtout en France, est une révolution libérale.
les premières vagues européennes de 1848, des révolutions libérales, la révolution jeune turque de 1908, révolution libérale, la révolution chinoise du début du XXe, révolution libérale, les révolutions russes de 1905 et pour partie de février 17, révolution libérale, et les tout premiers temps de la révolution mexicaine 1911, révolution libérale. Donc là, on a vraiment un ensemble assez cohérent, même si ça s'étale sur un siècle, de révolutions qui se ressemblent et que l'on peut qualifié de libéral. Qu'est-ce que ça veut dire une révolution libérale? C'est des révolutions qui sont menées contre des ordres monarchiques traditionnels, donc qui renversent ce que elles vont appeler des anciens régimes. Un ordre monarchique traditionnel, c'est un ordre dans lequel le monarque est le souverain, donc c'est lui qui a le pouvoir suprême et de décider en dernier recours. C'est des systèmes politiques dans lesquels il n'y a pas de distinction des pouvoirs, pas de séparation des pouvoirs. Et la révolution libérale remplace cet ordre monarchique traditionnel en transférant la souveraineté du roi à la nation. C'est la nation qui est souveraine, et je dis bien nation, j'y reviendrai. Ça permet l'avènement du citoyen en place des sujets, donc il y a un rapport différent à l'État, et les pouvoirs sont désormais, sinon séparés, du moins distincts. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les révolutions libérales renversent des ordres autoritaires, dans lequel il n'y a pas de liberté fondamentale de penser, de croire, etc. Et les révolutions libérales donnent ces libertés fondamentales. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est des révolutions des droits de l'homme, parce que c'est les droits de l'homme au sens libéral, c'est-à-dire les droits fondamentaux, les droits dits de première génération. Elles sont ensuite menées contre des sociétés d'ordre et de privilèges, clergé, noblesse, tiers état, contre lesquelles elles imposent l'égalité civile. Donc égalité de tous devant la loi, devant l'impôt et devant l'emploi. Et enfin, elles sont menées contre des systèmes économiques mercantiles, par exemple exclusifs du commerce entre les colonies et la métropole. Et les révolutions libérales, ce qui les porte, c'est la liberté de commercer, la liberté de s'installer, la liberté de circuler, donc des libertés économiques. Ça, on les retrouve dans c'est dans tous les schémas. Ce que l'on peut donc voir, si on regarde, c'est que ce ne sont absolument pas des révolutions ni démocratiques ni sociales, ce qui est de fait la définition du libéralisme, qui ne se préoccupe pas ni de démocratie, ni de mesures sociales. Quand je vous ai dit c'est la nation qui est souveraine, c'était pour bien insister sur le fait que ce n'est pas le peuple qui est souverain. Les révolutions libérales instaurent des systèmes censitaires de vote qui privent les classes populaires de l'accès aux urnes. Elles ne veulent pas donner le pouvoir au peuple. Révolution américaine, suffrage censitaire. 1789, distinction des citoyens passifs et actifs, suffrage censitaire. 1830, suffrage censitaire. Dès qu'on a une révolution libérale, c'est facile. Il y a suffrage censitaire. Et on le voit dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. S'il y a écrit « la souveraineté appartient à la nation », vous êtes sûr que vous allez avoir du suffrage censitaire. Si vous avez écrit « la souveraineté appartient au peuple », vous allez avoir du suffrage universel masculin. Parce qu'à l'époque, les femmes, ils ont du mal à y penser quand même. Ça fait partie des problèmes. Enfin bon, passons. Donc voilà, ça c'est pas. Et puis, elles ne sont pas porteuses de projet social, ou alors à la marge, et dans une démarche qui est plus celle de l'assistance, plutôt que dans un esprit de redistribution. Ce qui est assez logique, ça reste au cœur du programme libéral. Qui plus est, ces révolutions libérales parviennent dans un même moment à proclamer « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » et maintenir l'esclavage. La Révolution américaine, la Révolution de 89 maintiennent l'esclavage. C'est le propre de toute l'ambiguïté du libéralisme. Je vous renvoie à ce livre de Domenico Lo Surdo, La contre-histoire du libéralisme, qui montre très bien comment le libéralisme, tout en proclamant les libertés, s'accommode parfaitement de l'esclavage et de l'absence totale de politique sociale. Alors évidemment, dans ces révolutions, il y a des gens qui protestent contre cette absence de démocratie, contre cette fermeture de la politique sociale. Des gens d'ailleurs auxquels en général les révolutionnaires s'allient au début, parce qu'il faut bien s'allier avec eux pour renverser les ordres traditionnels, mais qu'ensuite ils écrasent. Les niveleurs, pendant la révolution anglaise, la deuxième, sont pendus. Les niveleurs qui demandaient un suffrage universel en 1689 en Angleterre sont pendus. Les fermiers révoltés du Massachusetts aux États-Unis, qui réclament une révolution plus démocratique après la naissance des États-Unis, pendus.
La loi martiale en 1789 permet de tirer sur les attroupements du peuple qui réclament la taxation du pain, ce qui était la principale revendication sociale des classes populaires urbaines et rurales de 1789. Donc ça, c'est la caractéristique de toutes ces révolutions, et on peut retrouver le même schéma. Évidemment, il y a des petites différences, mais non toutes. Donc, cette opposition, elle est réprimée. Mais, dans certains cas, l'opposition démocratique et sociale arrive à prendre le pouvoir et arrive à faire une deuxième révolution. Et donc là, on a le deuxième type de révolution. Le premier, c'était les révolutions libérales. Les deuxièmes, ce que je vais appeler une révolution radicale. Radicale, c'est comme ça que disent les Italiens et les Espagnols. En France, ce n'est pas le terme qu'on utilise. En France, on dira plutôt démocratique et sociale. Qu'est-ce que fait une révolution démocratique et sociale? Alors, c'est très facile. Elle aussi, elle a sa checklist. Suffrage universel masculin. Voilà. La Constitution intègre des formes de démocratie directe. Ce n'est plus simplement de la démocratie représentative pure. Elle pense intégrer des formes de démocratie directe. Les droits sociaux sont proclamés. Regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 93 au regard de celle de 89. Font leur entrée le droit à la subsistance, le droit à l'éducation, le droit au travail, qui ne sont pas pensés en 89 et qui seront supprimés évidemment sous le Directoire. L'esclavage est supprimé. 94, le maximum des prix est institué, donc une politique sociale. Et par ailleurs, si la révolution libérale s'accommode parfaitement bien de la monarchie, puisqu'elle pense la monarchie libérale, en revanche, la révolution démocratique et sociale est républicaine et renverse le monarque, même limité par une constitution. Donc ça, c'est le deuxième schéma. Alors cette révolution démocratique et sociale, on la trouve d'abord en 93, avec à partir du moment où les Girondins sont évincés par les montagnards jusqu'à 94, quand c'est les montagnards qui sont évincés, les deux dans le sang. On la trouve évidemment en février 48 à Paris, mais elle sera enterrée par les urnes. On la trouve à Vienne, à Rome, à Florence, à l'été 48. La première phase de 48 en Europe est une phase libérale, mais dans certains espaces, et c'est d'ailleurs intéressant de voir pourquoi, mais je n'ai pas trop le temps de la détailler, on a une phase démocratique et sociale en Europe en 48. Le pape est chassé, République romaine, suppression du servage à Vienne, et l'empereur est chassé également. Et puis on la retrouve dans la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est l'exemple de la tentative de révolution démocratique et sociale. Ainsi que dans les tentatives en province, souvent négligées par l'historiographie de la Commune, mais néanmoins importantes. En France, on dit la sociale, avec son S majuscule.